Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez complexe. Les réponses, les résistances face à ce que certains appellent la montée de l'extrême droite ou des dynamiques vues comme fascisantes. Oui, on va explorer ça en s'appuyant sur des exemples historiques et actuels, tirés notamment d'un récent hors-série de Politis. L'idée, c'est vraiment de comprendre un peu la diversité des stratégies qui sont mises en place. Alors, pour commencer, peut-être un regard en arrière. L'Italie, juste après Mussolini. Ah oui, l'Italie post-fasciste, c'est un cas d'école. Les sources montrent bien la difficulté énorme pour un pays de gérer cet héritage. On parle de l'épuration après 1945. Oui, le fameux régler les comptes. Exactement. Et apparemment, ça a été très compliqué. Les procès, par exemple, n'ont pas eu des résultats très spectaculaires, disons. C'est ça qui est fascinant et assez révélateur. L'Italie a bien tenté, avec la loi Selba, de contrer le retour du fascisme, d'interdire la reformation du parti. D'accord. Mais dans les faits, son application a été laborieuse. Ça montre bien comment une idéologie, ses réseaux, peuvent persister même quand le régime est tombé. Donc, même avec une loi, c'était difficile. Oui, parce que les outils légaux de départ étaient peut-être un peu fragiles et la volonté politique fluctuante. Ça n'a pas permis une rupture nette, immédiate. Intéressant. Et si on fait le saut jusqu'à aujourd'hui? En France, par exemple, face au Rassemblement national, les sources qu'on a consultées décrivent une gauche très mobilisée, qui cherche activement des réponses. Oui, tout à fait. On sent une certaine urgence, une multiplication des approches. On lit par exemple les propos de Raphaël Rémy-Leleu, l'écologiste. Elle insiste sur le besoin de stratégies bien spécifiques. C'est ça. Elle parle de développer un contre-récit solide et aussi de protéger les militants, surtout les plus jeunes, qui sont en première ligne. Et ce besoin de stratégie, on le voit aussi ailleurs à gauche. Ah oui, clairement. Le PCF, par exemple, a mis en place des groupes de travail pour analyser, comprendre pourquoi le RN marche si bien dans certains endroits. Ils essaient de comprendre le succès Loga. Exactement. Et LFI, de son côté, a lancé un observatoire de l'extrême droite. L'objectif est double, en fait. C'est-à-dire? D'abord, analyser, décortiquer le discours adverse. Mais aussi, et c'est crucial, proposer des alternatives concrètes, un autre projet. Et les alliances dans tout ça, ça revient souvent comme un sujet. Complexe, très complexe. Les sources le soulignent bien. Thomas Porte, de LFI, est cité, il dit quelque chose comme « Il faut qu'on soit capable de produire des contre-mobilisations et des contre-récits. L'union est nécessaire, mais difficile à construire. » Pourquoi c'est difficile? Juste des désaccords politiques classiques ou autre chose? D'après ce qu'on lit, c'est un peu des deux. Des divergences sur la meilleure stratégie, bien sûr, mais aussi parfois des visions différentes sur les causes profondes de la montée du RN ou sur le type de société qu'on veut défendre. Créer un front uni, ça demande de dépasser tout ça. D'accord. Donc on a ces stratégies politiques, militantes, mais il y a aussi une autre forme de réponse, plus institutionnelle, non? Si on regarde aux États-Unis, Oui, absolument. Face à Trump ou à certaines politiques républicaines au niveau fédéral. on voit une résistance s'organiser, mais au niveau des villes, des États, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est une illustration du fédéralisme américain en action. Les États, les municipalités, ils ont une certaine autonomie. Et comment ils l'utilisent concrètement? Ils peuvent refuser d'appliquer certaines directives fédérales ou adopter leurs propres lois pour contrebalancer. On pense aux villes sanctuaires pour l'immigration, Oui. ou des États qui maintiennent des politiques environnementales plus strictes ou qui défendent les droits LGBTQ+, face à des reculs fédéraux. Ils utilisent aussi beaucoup les tribunaux. C'est une sorte de résistance par la loi, par les institutions locales. Exactement, une résistance institutionnelle. Mais attention, les sources montrent aussi les limites. Ah oui, lesquelles? Face à une décision de la Cour suprême, par exemple, leur marge de manœuvre se réduit considérablement. Ou quand le pouvoir fédéral utilise ses propres outils pour imposer sa volonté, budgétaire par exemple. Donc on se demande un peu, est-ce que c'est un vrai rempart ou c'est plus symbolique? Les sources suggèrent que c'est un rempart, partiel. Ça peut freiner, contester, créer des espaces alternatifs localement, mais pour inverser une tendance nationale forte, surtout validée par les hautes cours, c'est plus compliqué. C'est un jeu d'équilibre permanent. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a vu des réponses très diverses finalement. Oui, c'est ça qui est frappant. L'histoire italienne et ses leçons juridiques, les stratégies très politiques et militantes en France, la résistance via le fédéralisme aux États-Unis,
Il n'y a pas une seule recette miracle, quoi. Non, absolument pas. Les stratégies s'adaptent. Elles dépendent du pays, du système politique, de la nature exacte de ce qui est perçu comme une menace. Mais il y a un fil rouge quand même. Oui, je crois. Le fil rouge, c'est cette recherche constante de construire des contre-pouvoirs. Et aussi des récits alternatifs phares pour défendre ce que les acteurs considèrent comme essentiel, la démocratie, les droits fondamentaux. Très clair. Et pour terminer, peut-être une petite ouverture. Une question qui n'est pas directement traitée en détail dans nos sources, mais qui émerge. Au-delà de toutes ces stratégies organisées, politiques, légales, quelle place reste-t-il pour la résistance plus diffuse? La résistance culturelle, citoyenne, individuelle? Oui, voilà. Est-ce que ces formes plus informelles ont une réelle efficacité face à ces tendances de fond? C'est une question à méditer, je pense. En effet. Bien, notre exploration s'achève ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.